Vendredi 23 août 2024, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une de l'actualité de ce jour, les travaux pour le développement seront accélérés selon la déclaration du président de la République aux ministres qui composent le gouvernement. Après leur présentation, les membres du gouvernement ont assisté pour la première fois au Conseil des ministres. Le président Andry Rajoelina les a informés de la politique générale de l'État à cette occasion et leur a ordonné également de la mettre en œuvre dans les plus brefs délais. Reportage signé Judicaël Hadjelirin. Les 27 ministres et 2 secrétaires d'État qui composent le nouveau gouvernement commencent immédiatement à exercer leurs fonctions. Après leur avoir présenté la politique générale de l'État lors du Conseil des ministres, le président Andry Rajoelina leur a ordonné d'exercer leurs tâches pour qu'ils soient des hommes de terrain et non de bureau pour servir le peuple, étant donné que la mission principale assignée à ces dirigeants est de combattre la pauvreté et de réduire les seuils de pauvreté dans le pays. Ils ont été nommés pour travailler et apporter ainsi des résultats significatifs. Il y a des procédures qui doivent être améliorées ou corrigées pour changer les nombreuses situations dont la population se plaint encore. Un exemple en est l'électricité et l'eau dont les habitants se plaignent quotidiennement d'après le numéro 1 Malagasy. Il en est de même pour les routes ainsi que les routes nationales. Le président de la République a souligné particulièrement l'état de la RN2 qui assure en grande partie l'économie nationale mais qui est pourtant endommagée actuellement. La réhabilitation de cette route nationale doit être réalisée de toute urgence. Et ce gouvernement s'occupera non seulement de la réhabilitation de celles endommagées, mais aussi de la transformation complète de la grande île. Par ailleurs, Madagascar brille actuellement en Afrique et la prochaine étape consiste à atteindre l'autosuffisance et un changement économique qui libérera la population de la pauvreté à travers la mise en œuvre des piliers de développement déjà établis, à savoir le capital humain et le redressement de l'économie nationale. La course est lancée, le président a ordonné aux ministres d'effectuer la passation d'administration aujourd'hui, vendredi, et leur a également ordonné d'effectuer des visites sur terrain à partir de demain, samedi, car le développement du pays ne peut pas attendre et doit être accéléré. Ces ministres, qui viennent d'être nommés, sont des personnes qui suivront le rythme du président de la République et qui changeront également l'histoire du pays. Mais le président de la République, Andry Rajoelina et son épouse sont arrivés cet après-midi à Antsiran pour assister à l'ouverture du congrès eucharistique national. Plus de 15 000 croyants catholiques de toute l'île ont assisté à la messe d'ouverture de ce congrès national 2024 dans le stade Manara Beach de Kianzasu. Ce congrès national est déjà la préparation de l'Église catholique de Madagascar à la réception du grand jubilé de l'année 2025, le jubilé de l'espérance. Toujours avec Judicaël sur les images de Andrew Radajaibe. La paix guérit le monde, vous êtes tous frères et sœurs. C'est le thème qui rassemble les fidèles catholiques de tous les diocèses de l'île à Antsiran depuis aujourd'hui lors de ce congrès eucharistique national. Le président Andry Rajoelina et son épouse, Mial Rajoelina, sont venus exprimer cette fraternité et cette paix avec les 15 000 croyants catholiques qui assistent à cette messe d'ouverture de ce congrès national. Le président a été accueilli par le président de l'association des évêques, Monseigneur Fabien Rarlambnien. La complémentarité et la fraternité de l'Église et du gouvernement dans le soutien à la population se sont encore une fois reflétées à Antsiran. Ainsi, le président Andry Rajoelina était et sera toujours aux côtés de l'Église catholique et l'invitation qui lui a été faite par l'Église pour assister à cet important événement qui en 2024 revêt une grande importance pour lui. Outre le président et son épouse, des responsables civils et militaires, des élus et diverses personnalités ont également assisté à cette messe d'ouverture dirigée par Monseigneur Benjamin Ramarson, archevêque d'Antsiran. Le cardinal de Madagascar, son éminence Désiré Tarahazen, le nonce apostolique Thomas Grisa, l'évêque Fabien Rarlambnien, président de la conférence des évêques de Madagascar, l'archevêque d'Antananarivo, Monseigneur Jean de Dieu Rawilson, ainsi que l'évêque à la retraite, Monseigneur Marie Arsène Razanakouln, ont assisté à cette messe. Plus de 70 000 Afafi FET sont venus assister à ce congrès national à Antsiran qui se tient jusqu'au 25 août. Ces derniers qui tiennent également leur conférence nationale. A rappeler que le dernier congrès eucharistique national s'était tenu à Madagascar en 2004.
Mais avant d'assister à cette messe d'ouverture du Congrès Eucharistique National 2024, le président de la République et son épouse ont visité le chantier de construction de l'église catholique Saint-François d'Assise à Mavoukedj. La première partie de l'église a été construite grâce à un don du président de la République, Ange Radziwiłł. Les travaux ont débuté en décembre 2021. L'église a été construite sur une superficie de 1400 m² et en plus de l'église, il y a une salle de culte, un bureau paroissial et une salle de catéchisme à l'étage. Les travaux sont actuellement en cours et tout un chacun était heureux de constater que tous les matériaux de construction envoyés par le président de la République Ange Radziwiłł pour construire l'église étaient arrivés à bon port et avaient été utilisés correctement. L'archevêque d'Antiranan, Monseigneur Benjamin Ramarousson, a exprimé son souhait que le président Ange Radziwiłł continue d'apporter son aide pour achever les travaux de construction de cette église. Le président Ange Radziwiłł, pour sa part, a déclaré qu'il apportera son aide. Une courte messe a eu lieu après cette visite. Dans un autre sujet, renforcement de la lutte contre la corruption, tel est le défi fixé par le ministre de la Justice entrant, Rakoutoumandimbi Benjamin Alexis, une annonce faite aujourd'hui lors de la passation de pouvoir entre lui et l'ancien garde des Sceaux de l'État, Hadji Amanate Nalandi Boulatine. Reportage de Fadjessena Mireille et Yves Janel. Le ministre de la Justice, Rakoutoumandimbi Benjamin Alexis, n'a jamais été impliqué dans des affaires de corruption. Il se montrera comme un modèle pour éradiquer la corruption à Madagascar, laquelle relève de la responsabilité de chacun. Le renforcement de la lutte contre la corruption est donc un défi lancé par ce nouveau ministre qui a pris officiellement ses fonctions aujourd'hui. Par ailleurs, chaque président de tribunal effectuera chaque mois un rapport des travaux réalisés et des erreurs constatées. L'objectif est d'améliorer leur travail, a déclaré le garde des Sceaux du gouvernement. L'implantation d'usines dans tous les districts de Madagascar dans le cadre du projet ODOF se poursuivra. D'autre part, la recherche de partenariats et des investissements pour la mise en place d'industries à Madagascar est également une tâche prioritaire pour le ministère de tutelle. Un nouveau souffle est donc apporté au monde de l'industrie malagasy, a déclaré le nouveau ministre de l'Industrie et du Commerce, David Erizou Ralan-Boufiring, lors du passation de pouvoir entre lui et l'ancien ministre Edgar Azafjava, qui a été élu secrétaire général de la Commission de l'Océan Indien. Reportage de Judicaël Radjanirin. La mise en œuvre des visions fixées par le président Ange Radziwiłł dans le domaine de la promotion de l'industrie et du commerce se poursuit, a déclaré le nouveau ministre aujourd'hui lors de la passation de pouvoir entre les deux ministres à Mouïda. L'ancien ministre, Edgar Azafjava, était à la tête de ce ministère depuis 3 ans, transmettant les devoirs et responsabilités au nouveau ministre, David Ralan-Boufiring. 3 années de réformes et durant lesquelles de nombreux secteurs ont été réhabilités, d'après le ministre sortant. Le projet ODOF, qui a permis l'installation de plus de 60 usines à travers l'île, se poursuivra, a indiqué le nouveau ministre. Cela permettra d'atteindre l'autosuffisance et de contrôler l'inflation. L'inflation constitue un défi majeur pour le nouveau ministre et une coopération entre plusieurs ministères doit être établie, a-t-il déclaré. L'ancien ministre, Edgar Azafjava, qui a été nommé secrétaire général de la Commission de l'Océan Indien, un nouveau poste qui ouvre également la coopération au secteur de l'industrie et du commerce et bien d'autres. Ensuite, les travaux publics sont l'un des piliers fondamentaux de l'économie du pays, a déclaré aujourd'hui le ministre des Travaux publics qui a pris ses fonctions. La réhabilitation des routes nationales est une tâche urgente d'après sa déclaration. Nous disposons des fonds pour réaliser ces travaux, a déclaré le ministre des Travaux publics, Rafitson Richard Théodore. Ratraman Zatouf sur les images de Anzar Ratanraville. Nombreuses sont les routes nationales qui sont actuellement endommagées, a déclaré le nouveau ministre des Travaux publics qui vient de prendre ses fonctions aujourd'hui. Les routes nationales qui sont cependant les artères de l'économie nationale, poursuit-il. Par conséquent, la réhabilitation des routes nationales, telles que la route nationale 2, la route nationale 4 et la route nationale 7, est une tâche prioritaire. Pour la RN2 particulièrement, une évaluation aura lieu la semaine prochaine avec l'entreprise qui réalisera les travaux. Aujourd'hui a eu lieu la passation d'administration entre l'ancien ministre des Travaux publics et le nouveau ministre, Rafitson Richard Théodore.
Et Madagascar a marqué une victoire sur la scène internationale. Le président de la République, Andjradjuel, mérite d'être soutenu par ses efforts, a déclaré l'ancien député du TIM. La façon de faire de la politique à Madagascar devrait également changer, a-t-il poursuivi. L'ancien député du TIM, le colonel Emilien Rabouassalam, qui s'est déclaré convaincu de la vision de développement du président de la République, Andjradjuel. Reportage de Sylvain sous les images de Sech Ndjanabou. Madagascar, membre de la Troïka, et présidera la SADC en 2025. Ces 2 points suffisent à affirmer que le président de la République, Andjradjuel, réussit sur la scène internationale, a déclaré l'ancien député du TIM et actuellement membre du parti TIM, le colonel Emilien Rabouassalam. Si en 2009, la SADC a apporté une solution à Madagascar, d'ici peu, Madagascar montrera l'exemple en Afrique et portera la voix de la stabilité et de la sécurité politique. Selon le membre titulaire du parti TIM, nous devons nous développer à la suite de cette position et de cette victoire internationale remportée par Madagascar. Le succès sur la scène internationale signifie également que la politique générale de l'État évolue vers le développement attendu, a déclaré cet ancien député élu au nom du TIM. Cet ancien député reste membre du parti TIM, mais n'a pas changé de parti. Pour lui, les idées politiques doivent être débattues lors des congrès, mais au quotidien, l'opposition doit se concentrer sur le développement et apporter ses contributions. En ce qui concerne maintenant les actualités internationales, destination Niger, le fleuve Niger est sorti de son lit. Les fortes pluies en cette période de mousson avaient déjà causé d'énormes dégâts dans le sud-ouest du Niger. La capitale Niamey est désormais durement touchée et même scénario au Tchad où les inondations ont fait des dizaines de morts et des centaines de sinistrés. Reportage sous les images de France 24. Des gestes qui semblent vains face à l'étendue du désastre. La capitale Niamey est submergée, transformée en un vaste lac. La gendarmerie est à pied d'œuvre, mais cela ne semble pas suffisant. Nous souhaitons que le gouvernement nous apporte plus d'aide avec des pirogues notamment, même s'il a déjà envoyé ici 2 grandes vedettes de la gendarmerie qui assurent gratuitement la traversée en toute sécurité. Les craintes sont énormes parce qu'une fois cette digue cède, effectivement, toute la zone de la mort sera inondée et beaucoup de personnes risqueraient de se retrouver sans abri, seront obligées de libérer leur maison et les conséquences, Dieu seul peut les mesurer. À l'échelle humaine, on peut juste estimer qu'il peut y avoir des risques de mort, d'inondation, d'effondrement de maisons. Le bilan de ces inondations qui touchent plusieurs parties du pays est lourd. Une centaine de morts et plus de 137 000 sinistrés. Le Tchad voisin n'a pas été épargné. La capitale N'Djamena a été touchée par des pluies diluviennes. Dans la nuit du 17 au 18 août, des maisons se sont écroulées, laissant une population vulnérable. La province du Dibesti enregistre à ce jour plus de 70 morts selon les autorités locales. La saison des pluies s'étend de juin à septembre dans la région. Elle avait été particulièrement meurtrière au Niger en 2022, avec 195 morts et 400 000 sinistrés. Ensuite, au sein de l'hôpital Rafik Hariri de Beyrouth, au Liban, l'ensemble du personnel hospitalier s'entraîne à faire face à un incident de masse qui provoquerait un afflux important de nouveaux patients, notamment en raison du conflit à la frontière libano-israélienne. Le ministère de la Santé libanais a mis en place un plan d'urgence au sein de tous les établissements hospitaliers pour former le personnel médical à ce type de situation. France 24. De nouveaux échanges de tirs entre Israël et le Liban, des violences devenues quasi quotidiennes à la frontière entre les 2 pays depuis le 7 octobre. Une situation explosive qui fait redouter un peu plus chaque jour un embrasement global de la région. Cette crainte d'une guerre totale a poussé les autorités libanaises à se préparer au pire des scénarios, celui d'une gestion d'un nombre massif de victimes. Nous nous entraînons tous les jours et nous avons la zone rouge, la zone verte et la zone tampon. Et nous avons des missions différentes chaque jour. Par exemple, je sais maintenant que lorsque je travaille de nuit, je dois travailler dans la zone rouge, c'est-à-dire dans celle-ci. Dans ce pays éprouvé par 15 ans de guerre civile entre 1975 et 1990, puis par la guerre des 33 jours avec Israël en 2006, et dernièrement par l'explosion du port de Beyrouth en 2020 qui avait fait plus de 200 morts, une partie du personnel hospitalier a déjà été confrontée à des situations de crise. Nous avons fait face à de nombreux incidents qui ont fait un grand nombre de victimes.
comme l'explosion du port, les attentats à la bombe contre des ambassades étrangères et même la pandémie de Covid-19. Tout cela nous a permis d'acquérir de l'expérience dans la prise en charge des patients blessés lorsque le nombre de cas arrivants est très élevé. Ce plan d'urgence n'est pas le premier au Liban, mais il survient dans un contexte économique particulièrement tendu dans le pays. Soumis à des coupes budgétaires, le ministère de la Santé affirme avoir renforcé le dispositif pour une meilleure efficacité et avoir pu mettre de côté au moins 4 mois de fournitures essentielles. Et ce samedi 24 août, les fidèles sénégalais vont célébrer le Grand Magal de Touba, l'un des plus grands rassemblements religieux sur le continent. Des milliers de pèlerins sont attendus dans la cité religieuse de Touba. Les retombées économiques de cet événement sont ainsi conséquentes. C'est la nouvelle attraction de Touba, un gigantesque supermarché de 4000 m² qui parie sur le consommé local. 220 fournisseurs sénégalais assurent 70% des produits dans les rayons. Touba, agglomération de plus d'1 million d'habitants, attire de plus en plus les investisseurs. Le coût global de l'investissement à ce jour porte sur un montant de 4 milliards de francs CFA, environ 6 millions d'euros. Touba est une opportunité réelle, raison pour laquelle la société Lekoufi a choisi Touba comme ville témoin. À l'occasion du Grand Magal, la célébration religieuse de la cité, le supermarché pris d'assaut par les clients réalise des chiffres records. On avait besoin de ce type d'infrastructure à Touba, surtout en cette période de Grand Magal. En un seul endroit, on a tout ce dont on a besoin. Le département de Mbacké, dont la plus grande partie de la population est à Touba, est devenu le plus peuplé du Sénégal, selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. La ville est reliée à Dakar par une autoroute à proximité de laquelle une zone économique spéciale est en gestation. Hollywood Correa et ses partenaires prévoient d'y investir massivement. 1,6 km jusqu'à entrée Touba. Objectif, faire de Touba le nouveau centre industriel du pays. Il est prévu ici de réaliser un port sec, un domaine industriel. L'industrie à Dakar, sur la route de Rufisque et tout, avec les bouchons, tout ce que ça implique, il faut délocaliser. Assainissement, accès à l'eau, les défis en matière d'infrastructure de la cité religieuse sont nombreux et les appels des populations se multiplient, surtout à l'occasion du Grand Magal de Touba. En visite à Touba lundi dernier, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a pris des engagements de trouver des solutions concertées à ces problèmes. Mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de cette édition. Nous vous remercions de votre fidélité et je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Au revoir à tous.